Le camion de déménagement dans mon allée a été le premier signe que quelque chose n'allait pas. Je me suis figée, les clés toujours pendantes de mes doigts. Ce n'était pas n'importe quel camion. C'était un camion de déménagement professionnel de grande taille avec le nom « Déménagement de Monsieur Martin » peint sur le côté. Un camion que je n'avais jamais loué. Un déménagement que je n'avais jamais prévu. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai poussé ma porte d'entrée et que j'ai été témoin de l'impensable. Là, dans mon salon, se tenaient mes parents, méthodiquement en train de démanteler ma vie. Maman emballait mes plats préférés dans du papier journal tandis que papa vidait mes étagères, fourrant négligemment des volumes dans des cartons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma voix brisa le silence méthodique. Ils sursautèrent comme des voleurs pris sur le fait, ce qu'ils étaient en vérité. Oh, Sophie, dit maman, tentant une innocence désinvolte. Nous pensions que tu étais au travail. Je suis Sophie, 35 ans, directrice adjointe d'une entreprise de nutrition sportive. 13 ans de travail acharné, de vacances sautées et de semaines de 70 heures m'avaient menée ici. Il y a 3 ans, je suis finalement devenue directrice adjointe. Il y a 2 ans, j'ai acheté la maison de mes rêves. 4 chambres, des comptoirs en granit, un jardin sanctuaire où le café du matin a le goût de la victoire. Mais selon ma famille, rien de tout cela n'a d'importance parce que je n'ai ni mari ni enfant. Les questions sur « quand est-ce que tu vas te ranger » ont commencé dès que j'ai eu 30 ans. Les réunions de famille sont devenues des interrogatoires, avec les tantes me coinçant au mariage, leur voix dégoulinant d'une préoccupation mielleuse. Ton horloge tourne, Sophie. L'horloge. Comme si j'étais une sorte de bombe qui a besoin d'un homme pour me désamorcer. Au mariage de mon cousin l'année dernière, tante Charlotte m'a serré le bras pendant la réception, ses ongles laissant des croissants de lune sur ma peau. Il n'est pas trop tard pour congeler tes ovules, a-t-elle chuchoté d'urgence, l'haleine lourde de champagne. La conversation environnante s'est tue, tout le monde attendant ma réponse. J'ai souri tendument et j'ai posé des questions sur son jardin, mais à l'intérieur, quelque chose s'était endurci. Voici ce qu'il refusait de comprendre, je ne suis pas brisée. Je ne suis pas une figure tragique sanglotant dans sa glace à propos de son ventre vide. Je vis précisément la vie que j'ai choisie. Mon travail me met au défi. Mon indépendance financière m'accorde la liberté. J'ai trouvé une paix qui m'échappait lorsque j'essayais de me conformer aux attentes des autres. Mais expliquer cela à des gens qui mesurent la valeur d'une femme à sa bague de mariage est impossible. Mon frère Marc a 28 ans. L'année dernière, il a épousé Célia après des années de fréquentation. J'étais sincèrement heureuse de les voir échanger leurs vœux. Je leur ai même donné 15 000 € comme cadeau de mariage, de l'argent représentant des mois de mon salaire, sacrifié parce que je voulais les aider à bien commencer, n'est-ce pas? La cérémonie a eu lieu dans notre église familiale où j'avais enduré d'innombrables sermons sur le sacrifice et le fait de faire passer les autres en premier. La réception en centre-ville était parfaite jusqu'à ce que la famille commence sa performance habituelle. Sophie, quand vas-tu te ranger? Demanda tante Charlotte, me coinçant à la table des desserts. Tu es la seule célibataire qui reste maintenant. Ma mère s'est jointe à elle, son verre de champagne pendant entre ses doigts manucurés. Il est temps que tu entendes le bruit des petits pieds dans ta grande maison. J'ai souri et hoché la tête comme toujours. À l'intérieur, je calculais combien d'heures il me restait avant de pouvoir partir sans paraître impoli. Ces gens traitent mon célibat comme une maladie contagieuse, mon contentement étant une insulte personnelle à leur choix. Après le mariage, Marc et Célia ont emménagé dans un studio appartenant à nos parents. Loyer gratuit, notez bien. Maman m'a même demandé de les aider avec les charges. Alors, je couvre leurs factures d'électricité et de gaz tous les mois. Je n'ai rien contre aider ma famille, mais parfois je me demande s'ils me voient comme autre chose qu'un distributeur automatique, le compte bancaire perpétuel sans mari ni enfant à qui dépenser. Les premiers mois après le mariage semblaient bien se passer. Célia me remerciait de couvrir les factures lors de nos dîners de famille du dimanche, me posait des questions sur mon travail. Je pensais que nous construisions quelque chose de sincère. J'aurais dû remarquer la façon dont ses yeux s'attardaient sur moi quand elle pensait que je ne la regardais pas, calculant, évaluant ce qu'elle pourrait réclamer d'autre. Laissez-moi vous parler de ma maison parce que comprendre ce que j'ai failli perdre éclaire tout ce qui a suivi.
J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai payé mes études universitaires et j'ai passé 13 ans à gravir les échelons de l'entreprise. Quand je suis finalement devenue directrice adjointe, j'ai su qu'il était temps d'avoir la maison dont je rêvais depuis l'enfance. La recherche de ma maison a duré 6 mois. J'ai visité des dizaines de propriétés, trop petites, trop chères, trop éloignées du travail. Tout le monde disait que mes exigences étaient déraisonnables, mais je refusais de faire des compromis. C'était ma maison pour toujours. Quand je l'ai trouvée, je l'ai su immédiatement. 4 chambres, une magnifique cuisine avec des comptoirs en granit, un jardin parfait pour le café du matin et le vin du soir. Un quartier sûr, proche du travail, tout ce que j'avais imaginé. Signer ces papiers, c'était comme franchir une ligne d'arrivée vers laquelle j'avais couru toute ma vie d'adulte. C'était à moi, acheté avec mon argent, mon travail, mes sacrifices. Personne ne pouvait me l'enlever. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai donné une clé de rechange à mes parents lorsque j'ai emménagé. Ils m'avaient aidé avec les meubles, et cela semblait naturel pour les urgences. Ce sont mes parents après tout. Je leur faisais entièrement confiance. Cette confiance a failli me détruire. Notre famille organise des dîners du dimanche chez papa et maman, une tradition d'enfance. Nous nous rassemblons autour de la même table en chêne où Marc et moi prenions autrefois le petit déjeuner avant l'école. Maman prépare un rôti ou du poulet et nous discutons. D'habitude, c'est assez agréable, mais dernièrement, quelque chose avait changé. Célia a commencé à faire des commentaires subtils lors de ces dîners. Rien d'évident au début, juste des allusions. Elle mentionnait à quel point leur studio était exigu ou à quel point il devait être agréable d'avoir autant d'espace. Elle ne prononçait jamais mon nom, mais tout le monde savait qu'elle me visait. C'est tellement injuste, dit-elle un dimanche, coupant son poulet avec une force inutile. Les célibataires ont ces grandes maisons tandis que les couples mariés se serrent dans de petits appartements. Mes parents acquiescèrent comme si elle récitait une sagesse profonde. Je fis semblant de ne pas comprendre, mais je reconnus la stratégie. Elle semait des graines, mettant quelque chose en marche qui me faisait frissonner. Le fait est que leur appartement n'est pas mauvais. Il est petit mais gratuit. Il ne paie ni loyer ni prêt immobilier, juste les charges que j'aide à couvrir. La plupart des jeunes couples considéreraient cela comme une bénédiction. Mais Célia agissait comme s'il vivait dans la misère. J'ai d'abord essayé d'ignorer ses commentaires. Les dynamiques familiales sont compliquées, et je ne voulais pas créer de drame pour un potentiel rien, mais les allusions continuaient, devenant moins subtiles chaque semaine. Célia soupirait dramatiquement en décrivant leur appartement. Elle faisait des remarques ciblées sur les activités que je devais apprécier dans ma maison spacieuse. Marc s'est joint à elle, mentionnant que les futurs enfants auraient besoin de place pour grandir. Il me regardait directement en disant cela, comme si je devais offrir quelque chose. Mais j'avais travaillé dur pour ma maison. J'avais gagné chaque mètre carré, et je refusais de me sentir coupable d'avoir de belles choses parce que d'autres faisaient des choix différents. Le pire, c'était les réactions de mes parents. Ils acquiesçaient et étaient d'accord avec tout ce que Célia disait, agissant comme si j'étais égoïste simplement en existant dans ma propre maison. Ils semblaient oublier que c'est moi qui les aidais financièrement. Je paie les charges de Marc. J'ai contribué à leur mariage. J'ai prêté de l'argent à mes parents à plusieurs reprises. Pourtant, je suis d'une certaine manière égoïste parce que je ne m'excuserai pas pour la maison que j'ai gagnée en 13 ans. La logique défie la raison, mais personne ne semblait plus se soucier de la logique. 3 mois après le début de ces allusions, le dîner du dimanche a semblé différent. Tout le monde échangeait des regards significatifs. Mes parents, Marc, Célia, comme s'ils partageaient un grand secret. Célia ne pouvait s'arrêter de sourire. Pas son sourire poli habituel, mais un sourire triomphant à peine contenu. Marc continuait à lui toucher le ventre de manière protectrice. Je ne suis pas naïve. J'ai immédiatement reconnu les signes. Célia est enceinte, pensais-je, les regardant échanger des regards. Ils vont l'annoncer ce soir. J'étais sincèrement heureuse pour eux. Marc a toujours été doué avec les enfants, et Célia semblait qu'elle ferait une bonne mère. Un bébé pourrait même détourner l'attention de mon célibat. Nous nous sommes assis pour dîner comme d'habitude.
Maman avait préparé son célèbre rôti de bœuf, son arôme riche emplissant la maison. Mais au lieu de manger, Marc s'éclaircit la gorge et demanda l'attention de tous. Célia et moi avons une nouvelle, dit-il, prenant sa main. Nous allons avoir un bébé. Mes parents éclatèrent en larmes de joie, bien qu'ils le sussent évidemment déjà. Maman serra Célia dans ses bras tandis que papa serrait la main de Marc comme s'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Félicitations, dis-je sincèrement. C'est une nouvelle merveilleuse. Mais maman ne put s'empêcher de saper le moment. Eh bien, au moins un de mes enfants me donne des petits-enfants, dit-elle, me fixant ostensiblement. Je commençais à penser que je n'en aurais jamais. Je mordis ma langue. C'était leur moment, pas le moment de la confrontation sur mes choix de vie. J'ai souri et les ai félicités à nouveau. C'est alors que Célia s'est tournée vers moi, son sourire d'une douceur trompeuse. En fait, Sophie, nous avons discuté de quelque chose d'important avec tes parents. C'est à propos de notre situation de logement. J'ai arrêté de mâcher. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes tous d'accord que la situation de logement de notre famille n'est pas répartie équitablement. Marc et mes parents ont acquiescé à l'unisson comme des marionnettes sur la même ficelle. Célia a continué, sa voix devenant plus assurée. Tu vis seule dans cette grande maison avec toutes ces pièces vides. Pendant ce temps, nous sommes à l'étroit dans un petit studio et bientôt nous aurons un bébé qui aura besoin d'espace. D'accord, dis-je lentement, une appréhension grandissante dans ma poitrine. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Maman est intervenue, sa voix aiguë d'autorité. Sophie, tu dois agir comme une vraie sœur. Tu dois prouver ton amour pour ton frère et ton futur neveu. Comment exactement, demandai-je, bien que le sentiment de malaise dans mon estomac me disait que je savais déjà. Tu devrais donner ta maison à Marc et Célia, déclara maman comme annonçant la météo. Ils ont plus besoin de l'espace que toi. Je la fixai, cherchant le moindre signe que c'était une mauvaise blague. Vous êtes sérieuse là ? Complètement sérieuse, ajouta papa. Tu emménagerais dans le studio. Nous sommes même prêts à officialiser. Tu cèdes ta maison à Marc et nous te cédons le studio. Je regardais autour de la table leurs visages attentifs. Ils ne plaisantaient pas. Ils croyaient sincèrement que c'était raisonnable. Non, dis-je, me levant brusquement. Absolument pas. Je ne céderai pas ma maison. Sophie, siffla maman. Ne sois pas si égoïste. Égoïste. L'incrédulité fit trembler ma voix. J'ai travaillé 13 ans pour cette maison. J'ai économisé chaque centime. Je l'ai gagnée. Tu n'es qu'une vieille fille qui ne se mariera jamais et n'aura pas d'enfant de toute façon, dit papa d'un ton désinvolte. À quoi te sert une maison comme ça ? Ces mots furent comme des coups physiques. Mon propre père me traitant de vieille fille. Marc s'en mêla aussi. Tu es avare, Sophie. La famille est censée s'entraider. Avare ? J'ai ri sans humour. Je vous ai donné 15 000 € pour votre mariage. Je paie vos charges tous les mois. Comment suis-je avare exactement ? C'est différent, insista Marc. Non, ça ne l'est pas, répliquai-je. J'en ai marre d'être traitée comme si j'étais moins importante que Marc juste parce que je ne suis pas mariée. Ce n'est pas vrai, protesta maman faiblement. Vraiment ? Alors voici une solution, dis-je, attrapant mon sac à main. Vendez votre studio. Utilisez cet argent comme apport et achetez une maison à Marc et Célia. Problème résolu. Mes parents échangèrent des regards gênés. Nous ne pouvons pas nous permettre une deuxième hypothèque, marmonna papa. Alors vivez selon vos moyens, dis-je, me dirigeant vers la porte. N'essayez pas de voler ma maison parce que vous ne voulez pas dépenser votre propre argent. J'étais presque dehors quand ils commencèrent à crier. Sophie, tu es ridicule, cria maman. Égoïste, ajouta papa. Avare, cria Marc. Je me retournai une dernière fois. J'en ai fini avec cette conversation. Je ne céderai pas ma maison, et c'est définitif. Je l'ai laissé assis là et rentré chez moi, les mains tremblantes sur le volant. Quand je suis entré dans ma maison, j'ai regardé autour de moi tout ce pourquoi j'avais tant sacrifié. Le canapé confortable pour lequel j'avais économisé des mois.
La table de cuisine où je prends mon petit déjeuner tous les matins. La chambre avec de grandes fenêtres qui laissent entrer une lumière matinale parfaite. C'était ma maison. J'avais gagné chaque centimètre. Et j'allais être damnée si je la remettais à des gens qui pensaient que je ne la méritais pas. Ils pouvaient me traiter d'égoïste, d'avare, ou de vieille fille, mais cette maison était la mienne, et elle le resterait. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Maman. Je n'ai pas répondu. Puis papa a appelé, puis Marc, puis Célia. Je les ai tous ignorés et me suis préparée pour le travail comme si rien ne s'était passé. À l'heure du déjeuner, j'avais 12 appels manqués et 20 messages textes. Je les ai finalement lus en mangeant dans la salle de pause. Sophie, nous devons parler. Tu es déraisonnable. De maman. Ton frère a besoin de ton aide. La famille passe avant tout. De papa. Célia a pleuré toute la nuit à cause de ce que tu as dit. Tu fais du mal à une femme enceinte. De Marc. Je pensais que tu m'aimais comme une sœur. Je suppose que je me suis trompée. De Célia elle-même. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Ils voulaient me noyer dans la culpabilité, mais je refusais de jouer leur jeu plus longtemps. Les appels ont continué pendant 3 jours. Chaque sonnerie apportait une nouvelle tentative de m'épuiser. Leurs messages vocaux devenaient de plus en plus dramatiques. Sophie, c'est ta mère. Tu détruis cette famille par ton égoïsme. Sophie, c'est papa. Je suis déçue de toi. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Sophie, c'est Marc. La santé de Célia souffre du stress que tu causes. Si quelque chose arrive au bébé, ce sera de ta faute. Ce dernier a allumé une véritable colère. Maintenant, il me blâmait pour des complications potentielles de grossesse comme si mon refus de céder ma maison pouvait d'une manière ou d'une autre provoquer une fausse couche. C'était manipulateur et répugnant. J'ai montré les messages à ma collègue Alice. Elle me connaît depuis 8 ans et comprend les dynamiques de ma famille. Ils sont sérieux, demanda-t-elle, lisant le message de Marc sur le bébé. Ils essaient vraiment de te culpabiliser avec ça? Apparemment, soupirai-je. Selon eux, je détruis une grossesse à moi seule en ne cédant pas ma maison. C'est insensé, dit Alice fermement. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais, répondis-je, mais entendre quelqu'un d'autre le dire m'apporta un soulagement inattendu. Leurs messages devinrent plus créatifs au fur et à mesure que la semaine avançait. Ils envoyaient des articles sur la loyauté familiale et l'aide aux proches. Maman envoya des versets bibliques sur l'amour de son prochain. Papa envoya une histoire sur une femme qui avait donné sa maison à sa sœur. Cela pourrait être toi, écrivit-il sous l'article. Tu pourrais être l'héroïne de cette histoire. J'ai ri à voix haute en lisant ce héros. Il voulait que je sois héroïque en abandonnant tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était de la folie. Les messages de Célia étaient particulièrement manipulateurs. Elle envoyait des photos d'échographie avec la légende « Ton neveu a besoin d'une chambre. Tu ne veux pas qu'il ait une bonne vie ?» Elle envoya même des photos de leur studio exigu avec la légende « Est-ce vraiment là que tu veux que ta famille vive ?» Je voulais lui rappeler qu'elle y vivait gratuitement, mais m'engager ne ferait que les encourager. À la fin de la semaine, les messages ralentirent enfin. Je pensais que peut-être ils avaient accepté ma décision. J'aurais dû m'en douter. Ce vendredi, je suis allée travailler comme d'habitude, mais j'ai eu de la fièvre et un mal de tête vers midi. J'avais l'impression d'avoir été percutée par un camion. J'ai dit à mon patron que je devais partir tôt. Vers 14 heures, je suis arrivée dans mon allée et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Un grand camion de déménagement étiqueté « Déménagement de Monsieur Martin » était garé devant ma maison. La voiture de mes parents était derrière. Mon cœur s'emballa. Que faisait-il? J'ai utilisé ma clé pour entrer dans ma propre maison et j'ai été confrontée à l'incroyable. Mes parents étaient à l'intérieur en train d'emballer mes affaires. Maman emballait des plats dans du papier journal tandis que papa vidait des bibliothèques dans des cartons. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» criai-je. Ils sursautèrent, la culpabilité traversant leur visage avant de disparaître rapidement. « Oh, Sophie » dit maman avec désinvolture.
Nous pensions que tu étais au travail. Je vous ai posé une question, dis-je, m'efforçant de garder ma voix stable. Que faites-vous dans ma maison? Nous t'aidons à déménager, expliqua maman comme si elle parlait du temps qu'il faisait. Marc et Célia emménagent ici et toi, tu déménages dans leur studio. Je vous ai dit que je ne faisais pas ça, dis-je, la voix montant. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Nous avons tous décidé que tu n'avais pas besoin d'autant d'espace, dit papa, sans même lever les yeux de ses livres. Ce n'est pas juste que tu aies toute cette place quand ils vont avoir un bébé. Je me fiche de ce que vous avez décidé, dis-je. C'est ma maison. Ils continuèrent à emballer comme si je n'étais pas là. Maman plia un pull et le plaça dans un carton. Papa enveloppa un cadre photo et l'ajouta à sa pile. Arrêtez, exigeai-je. Arrêtez d'emballer mes affaires tout de suite. Sophie, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire, soupira maman. C'est alors que quelque chose en moi céda. Je suis montée à l'étage dans ma chambre et j'ai appelé la police. J'ai besoin de signaler une effraction, dis-je à l'opératrice. Des gens ont pénétré dans ma maison et ils emballent mes affaires. Êtes-vous en danger immédiat, demanda-t-elle. Non, mais ils volent mes affaires et ne veulent pas partir. Nous enverrons quelqu'un tout de suite. La police arriva 5 minutes plus tard. 2 agents vinrent à la porte et j'expliquai la situation. Mes parents tentèrent de faire passer ça pour un malentendu. Officier, c'est notre fille, dit papa d'une voix douce. Nous l'aidons juste à déménager. Vous a-t-elle demandé votre aide, interrogea le premier agent. Eh bien, non, mais... Madame, l'agent se tourna vers moi. Leur avez-vous donné la permission d'être ici? Absolument pas, déclarai-je fermement. Je leur ai dit à plusieurs reprises que je ne déménageais nulle part. Les agents échangèrent des regards, puis s'adressèrent à mes parents. Monsieur, madame, vous devez nous accompagner. C'est ridicule, cria maman. C'est notre fille. Cela ne vous donne pas le droit d'entrer chez elle sans permission, expliqua le deuxième agent. Maman commença à crier et papa a réellement frappé un des agents. Ils ont arrêté mes parents là, dans mon salon. Je les ai regardés être emmenés tandis que l'équipe de déménagement restait confuse. Et nos affaires, demanda un des ménageurs. Remettez tout là où vous l'avez trouvé, leur ordonnai-je. Et envoyez la facture à celui qui vous a embauché. Après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans ma cuisine, essayant de digérer ce qui s'était passé. Mes propres parents avaient pénétré par effraction dans ma maison et tenté de me forcer à partir. Ils croyaient sincèrement qu'ils pouvaient décider ce qui était le mieux pour moi et simplement le faire. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. Maman, appelant du commissariat. Sophie, tu dois retirer ces accusations, exigea-t-elle. Nous sommes tes parents. Nous essayons juste d'aider. Non, dis-je tranquillement. J'en ai fini avec vous tous. Tu ne peux pas être sérieuse, s'exclama-t-elle. Je suis tout à fait sérieuse, dis-je et raccroché. Le lendemain matin, je me suis rendue au commissariat et j'ai refusé de retirer les accusations. Mes parents pouvaient faire face aux conséquences de leurs actes. J'en avais fini d'être leur paillasson. Ils furent libérés sous caution le soir même. Je m'attendais à des appels de colère immédiats, mais j'ai plutôt reçu un appel de ma grand-mère le lendemain matin. Elle semblait épuisée. Sophie, tes parents sont très bouleversés, dit-elle. Ils n'arrivent pas à croire que tu les aies fait arrêter. Ils ont pénétré par effraction chez moi, grand-mère, expliquai-je. Ils emballaient mes affaires sans permission. Je sais, soupira-t-elle. Et je leur ai dit que tu avais raison de garder ta maison. Mais appeler la police pour tes propres parents, c'est grave. Que étais-je censé faire? Leur demander gentiment d'arrêter de voler mes affaires? Je ne sais pas, admit-elle. Toute cette situation est un désordre, mais tu ne peux pas la laisser détruire ta famille. Je n'ai rien détruit, dis-je fermement. Ils l'ont fait eux-mêmes. Après avoir raccroché avec grand-mère, je n'ai rien entendu pendant 3 jours. Le silence était rafraîchissant. Pas d'appel en colère, pas de message culpabilisant, pas d'exigence concernant ma maison. Juste la paix. Puis j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de ma mère, écrite de sa belle écriture sur du papier à lettres fantaisie.
Sophie, disait-elle, après mûre réflexion et discussion avec ton père et ton frère, nous avons décidé de te désavouer. Tu n'es plus notre fille. Tes actions égoïstes nous ont montré que tu ne te soucies nullement de ta famille. Tu as choisi une maison plutôt que ton propre sang. Nous ne te contacterons plus, et nous ne voulons pas que tu nous contactes. Elle était signée ancienne mère au lieu de avec amour, maman. Je l'ai lue 2 fois, puis je l'ai posée sur ma table de cuisine. J'ai attendu de me sentir dévastée, blessée ou en colère, mais j'ai plutôt ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Un pur soulagement. Il pensait que cette lettre me briserait. Il m'imaginait pleurant, les suppliant de reconsidérer. Au lieu de cela, je me suis sentie libérée. J'étais enfin libérée de leurs critiques constantes, de leurs exigences sans fin et de leurs manipulations. Les semaines suivantes furent les plus paisibles que j'ai connues depuis des années. J'allais au travail, rentrais dans ma maison tranquille et faisais ce que je voulais. Pas de dîner du dimanche, pas de drames familiaux, personne pour me dire que j'étais égoïste de vivre ma propre vie. J'ai appris par ma grand-mère que Marc et Célia occupaient toujours le studio. Ils s'en sortent, a-t-elle mentionné lors d'un de nos appels. Le bébé est bientôt là et il se débrouille. Et mes parents, ai-je demandé. Ils envisagent de vendre leur maison et le studio, a expliqué grand-mère. Ils veulent utiliser l'argent pour 2 endroits. Un pour eux et un pour Marc et Célia. Ils auraient pu le faire depuis le début, ai-je souligné, au lieu d'essayer de voler ma maison. Je crois qu'ils voulaient juste profiter de toi, a admis grand-mère doucement. Ils ne pensaient pas que tu riposterais. Eh bien, ils se sont trompés. J'ai découvert plus tard qu'ils planifiaient cela depuis des mois. Ils s'étaient convaincus que je ne méritais pas ma maison parce que j'étais célibataire sans enfant. Ils avaient supposé que je serais trop complaisante pour refuser, trop désespérée pour maintenir l'harmonie familiale. Ils se sont trompés sur les 2 points. L'ironie est qu'ils auraient pu simplement demander de l'aide pour acheter une maison à Marc et Célia. S'ils s'étaient approchés respectueusement, avaient expliqué leur situation et demandé de l'aide, j'aurais pu y réfléchir. J'ai toujours été généreuse avec ma famille, mais ils ne voulaient pas demander de l'aide. Ils voulaient prendre ce qu'ils croyaient que je ne méritais pas. Ils voulaient me punir d'être réussie et indépendante. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient mené leur plan à bien. Ils ont vendu les 2 propriétés et ont acheté 2 endroits plus petits. Marc et Célia ont eu un appartement de 2 chambres, et mes parents ont acheté un condo. Tout le monde semblait satisfait de leurs nouveaux arrangements. J'étais heureuse aussi. Je vivais toujours dans ma belle maison, celle pour laquelle j'avais tant travaillé. J'avais toujours ma carrière et mon indépendance sans avoir à traiter avec des gens qui pensaient avoir droit à tout ce que j'avais gagné. Parfois, la famille me manque. L'idée des dîners du dimanche et des réunions de vacances me manque. Mais je ne manque pas la critique constante, la manipulation ou le sentiment que rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Ma vie est plus calme maintenant, mais elle est à moi. Je prends mes propres décisions, dépense mon propre argent et vis dans ma propre maison. Personne ne me dit que je suis égoïste de réussir. Personne ne me demande de céder des biens durement acquis à ceux qui n'ont pas travaillé pour eux. J'ai appris quelque chose de vital à travers cette épreuve. Parfois, les gens qui prétendent vous aimer vous retiennent en fait. Parfois, supprimer les influences toxiques est l'acte d'autopréservation le plus gentil. Ma famille pensait qu'elle me donnait une leçon en me désavouant. Ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant, mendiant leur pardon et leur offrant ma maison. Au lieu de cela, ils m'ont appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Ils m'ont montré que je n'ai pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Ils ont prouvé que me choisir n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et cette leçon vaut plus que n'importe quelle maison. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient se trouver à la croisée des chemins entre les attentes familiales et les limites personnelles. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de reprendre votre pouvoir lorsque d'autres essaient de prendre ce qui vous revient de droit. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de dire non aux personnes que nous aimons le plus.